Bonjour à tous, bonjour Pierre-Olivier Pécose, vous êtes coordinateur des travaux fonciers et de l'Observatoire foncier et d'évolution des territoires à l'ADUS, l'Agence d'urbanisme de Strasbourg et du Rhin supérieur. Pouvez-vous nous expliquer les travaux de l'Observatoire, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors, l'Observatoire du foncier et de l'évolution des territoires, comme tous les observatoires de l'agence, c'est un observatoire qui s'inscrit dans le temps et c'est aussi un observatoire qui s'inscrit à plusieurs échelles. Et donc, on a pour objet de traiter aussi bien le grand territoire, donc l'échelle Alsace, jusqu'à l'échelle de la parcelle dans un système d'emboîtement de poupées russes. Donc, ça, c'est un des grands objectifs de l'observatoire. Et puis, on a un petit peu trois grands piliers dans cet observatoire. On va regarder les questions de stock et donc de consommation foncière, de mutation des sols, les questions d'usage et donc de dynamique du foncier, et puis la question des valeurs du foncier et des marchés. Voilà, sur la diapositive suivante, on va voir que l'OFET, effectivement, est un peu au cœur de cette question du zéro artificialisation nette, mais il n'est pas le seul à traiter de ces questions-là, puisqu'on travaille en transversalité avec l'ensemble des observatoires de l'ADUS. Donc, nous, la spécificité de notre observatoire, c'est surtout de se concentrer sur l'évolution des parcelles et l'évolution des propriétés. Donc, on va analyser année par année toutes les propriétés qui bougent, qui construisent ou qui changent d'affectation. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le cœur. Et donc, notre observatoire, jusqu'à maintenant, on a travaillé surtout à partir des fichiers fonciers. Donc, on avait une base qui était spécifique au Bas-Rhin. Et donc là, notre observatoire se déploie sur l'ensemble de l'Alsace. Et puis, on se référait à une tâche bâtie de référence, que va vous présenter Stéphane ensuite, qui était originellement construit à partir des fichiers fonciers, donc des propriétés. Et donc, avec la loi climat résilience, le fait qu'on ait une BDOCS très fine au 2500e et que ça va être l'outil utilisé par les partenaires pour qualifier les espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi suivre leur consommation et cette question de l'artificialisation, avec notamment le premier pas de temps dans la loi à horizon 2030, eh ben on s'est dit qu'on allait recaler notre enveloppe urbaine de référence. Merci Pierre-Olivier Pécose pour cette introduction à l'offset et à la stratégie que vous suivez sur le ZAN. Maintenant, je vais me tourner vers Stéphane Martin, qui est chargé d'études géomatiques à l'ADUS et également participant au groupe sur l'occupation du sol. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi avoir choisi l'occupation du sol à grande échelle pour modéliser la tâche urbaine utilisée par l'Observatoire du foncier et de l'évolution des territoires? Bonjour, oui effectivement, donc pourquoi ce choix? Pourquoi l'OSS Grand Est? Parce qu'elle présente de nombreux avantages. Le premier, c'est la présentation en niveau emboîté avec les 5 niveaux de classe. Le deuxième, c'est que c'est une donnée qui est accessible au grand public et donc qui n'est pas confidentielle. Ensuite, c'est une étendue qui couvre tout le Grand Est, donc qui nous offre des perspectives pour la comparaison des territoires, donc des perspectives intéressantes de travail. Et c'est aussi une donnée qui est construite par photo-interprétation, donc contrairement à la BD Topo, où la plage temporelle, par exemple, du bâti est sur plusieurs années, on sait que les géométries sont vraiment issues d'une interprétation sur un millésime. Voilà, donc on a vu tout à l'heure Pierre-Olivier qui nous a expliqué donc l'intérêt d'une tâche urbaine, de savoir la localiser, de comprendre où sont les espaces libres, les extensions, etc. Mais il n'a pas toujours été l'approche de la consommation foncière n'a pas toujours été faite comme cela. C'est ce qu'on peut voir avec un peu d'historique à l'ADUS, puisque sur ces deux cartes, on comprend bien qu'on s'était intéressé à l'étalement urbain. Donc, c'est plus une notion d'indice d'étalement que de vraiment d'une préoccupation sur la nature de l'occupation du sol qui est grignotée. De plus, cette approche en fait est vraiment une vision plate, une vision d'étalement. Ce n'est pas une vision qui offre des perspectives sur l'intensité ou sur le nombre de logements. D'où l'intérêt de l'Observatoire du foncier, ce qu'on appelle l'OFET, que va vous présenter Pierre de Canet. On peut passer à la slide suivante.
Donc, par rapport à la tâche urbaine, effectivement, l'occupation du sol a pour avantage de présenter cette nomenclature en 5 postes. Et donc, par rapport à la définition qui a mis un petit peu de temps à se stabiliser, etc., elle correspond à notre définition, c'est-à-dire qu'une tâche urbaine se définit par défaut, c'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse des espaces naturels, agricoles et forestiers qu'on peut voir sur la vignette de droite en jaune et vert. Et donc, ce qu'on a retenu, c'est vraiment ce qui correspond à la classe territoire artificialisé. L'avantage des postes, c'est qu'elle nous a permis de la construire en descendant dans les niveaux de précision, en retirant certaines classes du poste 1. Voilà, donc c'est bien d'avoir une tâche urbaine, mais une tâche urbaine, c'est aussi pour faire quoi? C'est aussi pour comprendre finalement les espaces libres qui peuvent se situer au sein ou autour de la tâche urbaine. C'est ce qu'on peut voir en rouge et en orange, donc ce qu'on qualifie comme espace en remplissage, en espace en extension. Donc l'objectif, c'est après, c'est de s'en servir pour pouvoir qualifier la production de logement, ce que l'on voit dans les cercles jaunes. Donc par rapport à la production de logement, on peut savoir ce qui est apparu dans la tâche urbaine, ce qui est apparu en remplissage de la tâche urbaine et également en extension. Voilà. Si on a borné la production de logement par sa situation de localisation et de la tâche urbaine, ce qui est intéressant aussi avec l'occupation du sol, c'est les 2 millésimes, puisque en fait, ça offre un intervalle de temps intéressant sur la réalisation effective des consommations foncières entre 2 années, par rapport à une approche annuelle qu'on peut avoir dans la consommation foncière. Et c'est ce que Pierre va nous présenter par rapport à l'exploitation des fichiers fiscaux. Maintenant, je me tourne vers vous, Pierre de Cadenet. Vous êtes référent des systèmes d'information des données à l'agence. Donc, pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre exploitation de l'occupation des sols? Merci Amandine. Oui, je vais vous expliquer en fait à travers différents cas d'usage comment on utilise en fait l'OCS à l'agence, croisé avec d'autres sources exogènes type fichier foncier ou la source BDMUD de la région. Alors, en fait, dans cet exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé à partir des fichiers fiscaux et de la tâche urbaine, on a pu en fait faire un croisement des deux fichiers, ce qui nous permet en fait de qualifier les unités foncières ayant généré une production de logement, ici dans l'exemple entre 2016 et 2020, que ce soit en mutation et en densification à l'intérieur de la tâche urbaine ou en extension en dehors de la tâche urbaine. Mais aussi en fait à partir de la tâche urbaine, comme vous l'a expliqué Stéphane, ça nous permet en fait derrière de sortir des indicateurs de consommation sur la partie, ce que je disais, hein, en mutation, en densification, en extension, mais aussi en fait à partir de polarités, que ce soit les villes-centres, les villes-couronnes, les pôles secondaires, etc. Alors, en termes d'expérimentation, on essaie aussi de détecter tout ce qui est gisement et densification en fonction du contexte urbain. Alors, identifier et suivre les gisements de la sobriété foncière, c'est le repérage des dents creuses, urbaniser ou préserver les dents creuses finalement. Concernant les friches, c'est accompagner la mutation. Sur les logements vacants, c'est comment on peut mobiliser les logements vacants. Et sur les potentiels de densification, c'est densifier les tissus bâtis existants. Alors, pour cette partie, je vais vous parler en fait de la constitution d'un socle d'observation multimillésime des parcelles issus des fichiers fonciers, de la base des filiations des parcelles et des travaux de la région autour de la baie des mutations. Donc, ce projet permet de constituer une base de données reprenant les informations entre les parcelles ainsi que de leur devenir. Ceci permet de construire en quelque sorte l'arbre généalogique permettant le suivi des parcelles et de constituer l'îlot, qui est le plus petit ensemble stable de parcelles. Ce travail permettra d'établir un socle d'informations pour de nombreux usages d'observation, tels que la densification, la consommation d'espace, le suivi des opérations d'aménagement, et j'en passe. Dans l'exemple présenté sur cette diapo, nous avons un objet spatialisé issu de la BD mutation entre deux intervalles de l'OCS qui précise que nous sommes passés d'un espace NAF en un espace artificialisé. En fait, nous avons intersecté cette couche avec notre couche des îlots multimillésimes afin de pouvoir récupérer, par exemple, la production de logement à partir des fichiers fonciers. Donc, ce qu'on voit en rouge, c'est l'objet issu de la BD mutation de l'OCS, encadré notre couche d'îlot stable sur laquelle nous y avons intégré les logements issus des fichiers fiscaux. Et ce qu'on peut voir dans la table attributaire de droite, c'est qu'il n'y a pas de logement en 2016
2009, pardon, ce qui est conforme à l'OCS, puisqu'on était sur un espace NAF à l'époque, et que la production de logement sur cet îlot est apparue à partir de 2014 et jusqu'en 2019, là où l'OCS nous dit que nous sommes sur un espace artificialisé. Dans la continuité de l'exemple précédent, l'état des parcelles en 2009 sur l'îlot en question et l'état des parcelles en 2012 avant l'apparition des premières constructions en 2014. Grâce à ce socle multimillisimé des parcelles, nous pouvons anticiper l'apparition de logements. En effet, il nous suffit donc de regarder les îlots où il y a des changements. Dans la table attributaire de droite, nous pouvons voir en haut une apparition de 3 logements en 2014, alors que nous avons des filiations qui indiquent des mouvements à partir de 2011 et 2012. Ce qui est intéressant à partir des îlots et des filiations, c'est que nous sommes en mesure de compter des mouvements parcellaires au sein d'un îlot. Donc, ceci permet de repérer les divisions parcellaires avant la production de logement ou d'activité, par exemple en limite de tâches urbaines. Donc, ça peut être aussi un indicateur d'alerte. Dans le cas précédent, nous avons pu représenter la dynamique de production de logement sur un territoire de projet. Nous allons maintenant nous intéresser à compléter les densités observées dans les fichiers fonciers par les informations de la BDOCS. Pour cela, nous sommes partis du niveau 4 de l'OCS en réalisant une pseudo-typomorphologie. Nous allons donc pouvoir connaître les densités par tissu. Donc sur la partie gauche de la diapo, les densités de logement par unité foncière et par hectare. Sur la partie droite encerclée de vert, le centre historique de Bergame avec la classe bâti continu dense de l'OCS. À droite, le bâti individuel dense. Nous pouvons voir des espaces qui sont plus ou moins densifiés que d'autres. Plus c'est rouge, plus c'est X fois plus dense que la médiane dans la classe concernée. Si on rajoute l'ensemble des classes du niveau 4 de l'OCS, on va pouvoir repérer les espaces plus ou moins denses et éventuellement les potentiels de densification par rapport à la médiane de ces différentes classes. Un autre exemple un autre exemple de densité sur plusieurs communes, mais cette fois-ci avec la typomorphologie produite par l'agence. Donc on voit très bien en fait des espaces qui sont plus ou moins denses sur une emprise quand même relativement large, ce qui permet de se donner en fait une idée très rapide de la densité d'un territoire, densité de logement. Qualifier les unités foncières avec les outils d'aide à la décision de l'agence. En fait, ce que nous avons dans le cadre d'un travail en fait sur Colmar, nous sommes partis en fait sur les logements créés en extension depuis 2016 que nous avons croisé en fait avec le modèle connecté de l'agence. Donc, ce modèle permet entre autres de prendre en compte ces logements créés en extension et d'appliquer en fait un tampon de 20 minutes sur du transport en commun, par exemple. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en heure de pointe de 8 heures et de 14 heures sur les zones qui ont été développées en extension depuis 2016, on s'aperçoit qu'en fait, l'hypercentre de Colmar n'est pas accessible. Ce qui pourrait être intéressant par la suite pour mesurer une certaine efficacité foncière, ça serait de croiser ces informations d'accessibilité avec cette notion de service et d'équipement du quotidien, ce qui pourrait compléter en fait l'usage du foncier et l'efficacité foncière. Du coup, je redonne la main à Stéphane Martin. Oui, donc sur le même principe, une exploitation de l'OCS à un niveau à très grande échelle, par exemple sur les espaces d'activité, dans le cadre de l'observatoire. On a plein d'exemples de croisements thématiques illustrés par ces vignettes. Par exemple, la thermographie sur les îlots de chaleur urbains. Finalement, la classification en espaces homogènes qu'offre l'OCS permet de lisser les valeurs des pixels des images satellites pour fournir une visualisation plus confortable sur les cartes et repérer des espaces qui sont potentiellement plus agréables ou compliqués à vivre quand on travaille. Et ça peut contextualiser les espaces libres ou les potentiels urbains qu'on a vus précédemment, à savoir est-ce qu'il faut les renaturer ou est-ce que ce sont des lieux qui sont propices à une densification. On a également, avec le croisement des fichiers fiscaux, une évaluation du potentiel d'urbanisation de ces zones par le niveau 5 de la perméabilisation, puisque si l'on croise les espaces non construits avec la propriété foncière, on peut estimer les espaces qui pourraient disparaître, être vendus plus rapidement, etc., et donc s'artificialiser.
C'est identique avec l'indice de végétation, les fichiers de l'INSEE type Sirène pour les établissements d'entreprise, etc., etc., quoi. Donc c'est bien, voilà, c'est bien un référentiel qui nous permet de croiser avec d'autres sources d'informations pour créer de la connaissance. Oui, donc en conclusion, Ouais. on a bien deux grands fichiers d'entrée pour l'OFET. Il y a la BDOCS qui va nous permettre donc de suivre l'usage des sols et qui est l'outil de référence par rapport à la loi climat résilience pour mesurer l'artificialisation dans les différents territoires, et dont la tâche bâtie va nous donner on attend beaucoup la tâche bâtie de 2021 qui va faire le top départ de ce qui va se passer en extension des tissus pour la première période à horizon 2030. Et puis c'est également la base qui nous permet de qualifier ce qui est de l'espace naturel agricole et forestier de ce qui ne l'est pas. Voilà. Et donc le deuxième fichier en entrée, ce sont les fichiers fonciers qui vont nous permettre de suivre l'évolution des propriétés et de qualifier à travers tous les travaux qui vous ont été présentés de densité, d'indices de densité, d'indices voilà, qu'on va pouvoir croiser avec tous les filtres. C'est un petit peu les calques que vous avez en bleu, les différents autres travaux des observatoires de l'agence. L'idée étant d'avoir un faisceau d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer un potentiel ou un gisement. Tout ça, bien sûr, c'est de l'automatisation. Donc, ça n'exclut pas, bien sûr, un travail sur le terrain avec les urbanistes pour aller creuser un petit peu les gisements qui auraient été prédétectés, pour ensuite aller voir les élus, les partenaires, les acteurs du territoire, et d'avoir ce filtre d'aide à la décision pour, in fine, arriver sur un potentiel ciblé. Et donc, des gisements fonciers, soit à investir pour refaire la ville sur la ville, soit au contraire à préserver pour des questions de nature en ville, de lutte contre les îlots de chaleur ou de lutte contre la perte de biodiversité. Voilà un petit peu la philosophie de notre observatoire. Et donc pour finir, voilà, vous pourrez trouver sur le site de l'agence différentes notes produites par l'Observatoire du foncier. Ces notes jusqu'à présent avaient pour périmètre le barème, mais dans les notes futures, on va pouvoir déployer nos analyses à l'échelle de l'Alsace. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous trois pour ce témoignage très intéressant et vos travaux. Au revoir. Au revoir. Merci, au Merci à revoir. vous, au revoir. Merci à vous.